Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle à ITV. Le monde est plus complexe que jamais. Chaque détail compte et l'on doit veiller surtout comme du lait sur le feu. Voici donc la colonne vertébrale du journal. La vie est de plus en plus chère. Les ménagères l'ont appris à leurs dépens. Le prix de l'huile, principalement la bouteille de 20 litres ont flambé. La dite bouteille atteint aujourd'hui 20 000 francs quasiment. Et le directeur du commerce intérieur a annoncé l'ouverture donc du marché pour parer au plus pressé. Le trafic de drogue n'a jamais été aussi inquiétant au Sénégal. Avec le point de passage que constitue le port autonome, les saisies sont extravagantes, particulièrement en matière de drogue dure. Nous entendrons le directeur général de la plateforme portuaire sur les circonstances de la nouvelle saisie de 100 kilos de cocaïne. 479 interpellations au cours d'une large opération combinée de sécurisation menée en parfaite collaboration entre la police et la gendarmerie hier nuit à Dakar, Tamba, Touba et Kaolack. Donc une initiative lancée par le ministre de l'Intérieur pour renforcer le sentiment de quiétude des Sénégalais. La détention de Guy Marius Sagna est arbitraire. C'est la prise de position de certaines organisations de la société civile qui plaident de la cause de l'activiste qui séjourne en prison et qui est aussi dépeint comme un détenu politique. De graves problèmes d'hygiène et d'asepsie sont en jeu au Cap Manuel sur la corniche est où les falaises sont transformées en vastes dépotoirs qui sont le réceptacle des déchets provenant des hôpitaux et autres cliniques. Le fait n'est pas nouveau, mais tout le monde apparemment semble fermer les yeux. Le développement de tous ces titres dans un instant. Le directeur général du port autonome de Dakar s'est donc prononcé sur les 120 kg de cocaïne saisis à bord du navire Grande Nigeria. Selon Aboubakar Sadir Bey, il s'agit là de la découverte d'un stock qui était dissimulé dans les entrailles et dans le système de ventilation du bateau qui a été arraisonné en juin dernier, et à bord duquel 700 kg de cocaïne furent découverts. Et la drogue saisie donc aujourd'hui ou hier est d'une valeur totale de 9 milliards 600 millions. On va écouter donc de ce fait toutes les explications du directeur général. Il est ici au micro de Cheikh Hassan Fall et Séléman Diallo. Il s'agit toujours du même bateau. Il n'y a pas un autre bateau, juste qu'on a retrouvé un stock caché dans différents endroits. Je ne connais pas exactement les différents détails liés à cette saisie. Mais cela montre juste que nous avons pris toutes les dispositions pour sécuriser le corps et que toute chose qui se fera ici dans l'illégalité sera punie. La saisie donc qui a été opérée au port était une prouesse de la douane sénégalaise. La police et la gendarmerie nationale travaillent ensemble et sécurisent les Sénégalais entre Dakar, Touba et Kaolack. Les opérations combinées ont débouché sur l'arrestation de 479 individus pour diverses infractions. Dans ce cadre, quelques 130 véhicules ont été mis en fourrière, 45 motos immobilisées, 1000 kg de chanvre indien saisis. Ces opérations entrent dans le cadre du renforcement du sentiment de sécurité de nos concitoyens. À cet effet, le ministre de l'Intérieur a présidé hier en début de soirée au camp Abdou Diassé le lancement de l'opération en présence du directeur général de la police nationale et du haut commandant de la gendarmerie nationale.
L'inquiétude ou l'incertitude quant à l'avenir des ASP, ce sont les agents de la sécurité de proximité du Sénégal. 7000 d'entre eux risquent donc de se retrouver sur le carreau. Ils sont en fin de contrat dès ce mois de mars et des prolongations exceptionnelles avaient d'ailleurs été décidées en son temps pour les maintenir en poste. Mais le discours ambiant n'est pas rassurant sur les perspectives. Le directeur de l'agence d'assistance a réagi de ce fait au micro de Mohamed Kandi. On va l'écouter. L'engagement volontaire des jeunes ASP dure 2 ans, renouvelable une fois après évaluation du service rendu. Pour la première génération de 2013, ils ont fait 4 ans. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a bien voulu leur faire bénéficier d'une prolongation de 2 ans à caractère exceptionnel. Donc leur engagement volontaire va arriver à terme le 20 mars 2020. Ils ont été préparés à des métiers, ils ont tous été presque formés dans le cadre d'un programme qui s'appelle un ASP, un métier. Maintenant, au-delà de ça aussi, nous sommes en réflexion pour leur offrir quand même de meilleures perspectives professionnelles. Mais directeur, au moment où on parle de meurtre au Sénégal et la violence qui sévit dans ce pays, est-ce que le moment n'est pas mal choisi pour libérer des agents? Nous sommes en réflexion pour proposer aux plus hautes autorités des perspectives professionnelles meilleures quand même à ces jeunes qui se sont engagés pour servir la nation pendant 6 ans sur toute l'étendue du territoire national avec un maillage institutionnel. Et on l'a insinué dans les titres, les organisations des droits de l'homme au Sénégal sont montées au créneau et plaident la cause de Guy Marius Sagna. Amnesty International, la RADDHO, la LSDH et article 19 n'ont pas mis de gants en parlant notamment de l'activiste de France Dégage comme d'un détenu politique purement et simplement. La société civile pointe ainsi une volonté des pouvoirs publics de l'épuiser aussi bien que moralement que mentalement. Voici le sujet à cet effet de Mam Abdou Gueye Kassé, accompagné de Moussa Fall. 2 mois, jour pour jour, que Guy Marius Sagna est derrière les barreaux du camp pénal. Il est placé dans le quartier de haute sécurité, réservé aux détenus les plus dangereux. La justice s'est débrouillée pour le coller le motif de rébellion, se désole Seydi Gassama. Si vous ne le saviez pas, Guy Marius Sagna est détenu dans le quartier de haute sécurité du camp pénal. Un quartier de haute sécurité, c'est là où on détient les détenus les plus dangereux. En l'occurrence, toutes les personnes accusées de terrorisme. Pendant ces 2 mois, il n'a reçu que 7 personnes en visite. 7 personnes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour simplement dire que cette affaire est quand même curieuse. Tous les autres sont libres sauf un. Et celui qui est encore en prison, on s'est débrouillé pour lui coller une charge supplémentaire, celui de rébellion. L'incarcération de l'activiste est purement politique. L'objectif est de le briser moralement pour qu'une fois en liberté, il laisse tomber son combat. Donc l'instruction n'était qu'un moyen pour le maintenir en prison. Et aujourd'hui, c'est flagrant aux yeux du monde entier que le but, c'est de le garder là, de le casser moralement, de le casser mentalement, en espérant que quand il va sortir, il va arrêter de diriger toutes ces contestations. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, lui aussi dénonce la détention de l'activiste de Frappe France Dégage qu'il qualifie d'arbitraire. Maître Assane Dioma Ndiaye en veut pour preuve la libération des 7 co-détenus de Guy Marius Sagna arrêtés pour les mêmes raisons. Si vous arrêtez ce groupe, mais vous ne pouvez pas libérer les 8 ou les 7 et maintenir un seul. Ça veut dire que ça ne peut pas être toléré dans un État démocratique où la Constitution et les conventions internationales proclament le droit à l'égalité des citoyens. Parce que le fait, il est commun. Il n'y a pas 2 faits, il n'y a pas 3 faits. C'est un seul fait. Des citoyens ont décidé, pour se faire entendre, de choisir un lieu symbolique qui, selon eux, dans le cadre de leur stratégie de communication, pourrait être beaucoup plus efficace pour relayer leurs prétentions ou en tout cas leurs doléances.
Amnesty International, la rencontre africaine des droits de l'homme, la Ligue sénégalaise des droits humains et Article 19 exigent la libération de Guy Marius Sagna dans les plus brefs délais. Ces organisations disent se battre pour l'état de la démocratie et la liberté d'expression car elles considèrent que nul ne peut et ne doit être arrêté pour avoir manifesté ses opinions. Inquiétude et grogne meublent cette actualité. Les membres du collectif Nyolank ont été pourtant déclarés persona non grata dans l'espace du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Le coup en compagnie ou en campagne de distribution de flyers, l'organisation qui s'oppose notamment à la hausse du courant électrique au Sénégal, de même que les journalistes qui les accompagnaient, ont été chassés manu militari par la sécurité du campus social. Les détails et tous les détails ici avec Boubacar Dieng et Barasso. On fait la version Wolof. Monsieur l'agent. Sous peine d'être dispersé. Vive tension entre forces de l'ordre et le collectif Nyolank à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ayant prévu un rassemblement devant la direction du COUD, les membres du collectif ont fini par se contenter d'un point de presse à l'entrée de l'université et là aussi, les forces de l'ordre sont intervenues. Nous étions ici aujourd'hui pour rencontrer nos... Mais c'est pas une on a le droit de nous adresser à la presse ici, les citoyens. Ici, c'est un milieu public, c'est la voie publique en plus. Et c'est aussi la force de l'université, c'est Anta Diop. Après cette brève interruption, Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Nyolank, est revenu sur l'objet de leur rassemblement du jour. Comme je disais, nous étions ici aujourd'hui à l'université pour rencontrer nos frères et sœurs du collectif Nyolank de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et l'objectif de cette rencontre, c'était d'abord de remobiliser les étudiants, sachant déjà tout le rôle qu'ils ont joué dans toutes les mobilisations qu'il y a eu et sur toutes les luttes citoyennes. Il s'agissait de venir voir Nyolank et l'université, de les remobiliser. Pour ces militants de la baisse du prix de l'électricité, il y a 2 poids, 2 mesures. Comme vous avez pu voir, il y a une certaine milice politique en fait, du régime de l'APR qui est là à l'université et qui empêche aux journalistes de faire leur travail. Nous faisons cette déclaration face à la presse pour que la presse puisse avoir ces éléments. Mais après, nous retournons, Inch'Allah, dans le campus pour pouvoir parler à nos frères et sœurs qui sont des citoyens et des citoyennes comme nous. On ne peut pas nous empêcher, comme on l'a dit, d'aller à la rencontre d'autres citoyens pour discuter avec eux d'une préoccupation qui est nationale, la hausse du prix de l'électricité. Toujours aussi dévoué à mener le combat, le collectif Nyolank a distribué des flyers aux étudiants. Il appelle aussi à une marche qui partirait du rond-point de l'UCAD à la poste de la Médina. La manifestation est prévue pour le vendredi 31 janvier. Plus de peur que de mal donc à l'UCAD ou au COUD, et dans la même veine, la coalition Jotna a opposé un refus catégorique à discuter avec les tenants du pouvoir. En l'en croire, la condition ou les conditions ne sont pas encore réunies pour cela. Guy Marius Sagna est encore derrière les barreaux et l'État du Sénégal est resté intransigeant au sujet des tarifs de l'électricité. Les membres de Jotna ont donc communiqué et accablé la gestion de l'actuel régime. On écoute ici Fatou Blondin Diop qui a été interrogé par Cheikh Diop et Moussa Fall. Dialogue national, gouvernement de majorité présidentielle élargie, gouvernement d'union nationale ou gouvernement de partage du gâteau social. Ici, à la coalition Jotna Patriote pour l'alternative, nous ne sommes ni demandeurs ni preneurs. Pour notre part, nous continuerons sur notre voie de dialogue avec le peuple à la base, autour des vraies questions d'intérêt national et africain. Dans le même temps, la coalition Jotna renouvelle sa disponibilité à l'endroit de l'ensemble des patriotes, organisations politiques, sociales et citoyennes déterminées à sortir le Sénégal du gouffre du maquis dans l'intérêt suprême des générations présentes et futures.
En avant pour le retrait de la hausse de l'électricité, la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna, la cessation des interdictions de manifestations populaires, le respect des droits démocratiques et constitutionnels, l'arrêt des violences policières contre les manifestants et les journalistes. Voilà, le gâteau auquel Mme Diop a fait allusion se rétrécit donc et le pouvoir d'achat aussi s'en ressent. Rareté ou rétention de l'huile sur le marché national, en plus des taxes qui augmentent. Tout cela fait que le produit connaît une flambée en termes de prix. La hausse concerne principalement la bouteille de 20 litres qui est brusquement passée de 16 000 à 19 500 sur le marché, voire 20 000. C'est donc une denrée de première nécessité qui va coûter plus cher. Et le directeur du commerce intérieur a annoncé que l'État va laisser entrer dans le pays quelques 6 000 tonnes d'huile, ce qui pourrait faire décanter la situation. La 4e conférence internationale sur le bassin sédimentaire s'est ouverte à Dakar ce matin. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a saisi l'opportunité pour communiquer sur l'évolution des procédures administratives au Sénégal au regard des ressources pétrolières et gazières. Le président de la République a également évoqué la loi sur le contenu local qui a été prise dernièrement dans un souci d'inclusion et de développement durable. Voici le compte-rendu de Abdurrahman Ly et Moussa Fall. Voilà déjà presque une bonne semaine que l'actualité du pétrole et du gaz cristallise les attentions au Sénégal. Après la rencontre avec les experts, la révision du code gazier votée à l'Assemblée nationale, voilà que le président de la République, M. Macky Sall, préside le 4e sommet du bassin sédimentaire MSGBC, un sommet qui se tient dans un contexte assez particulier, à en croire le chef de l'État. Il se tient à un moment où beaucoup d'évolutions ont été notées, et des évolutions positives, depuis ces découvertes, dont certaines sont en cours d'évaluation et d'autres en phase de développement, avec naturellement tous des défis en termes de complexité géologique et technique, mais aussi et surtout des enjeux financiers très importants. Ainsi, après la signature en décembre 2018 de la décision finale d'investissement sur le projet gazier de GTA, qui est Grande Tortue Ahmeyim, que nous partageons avec la République islamique sœur de Mauritanie, le Sénégal vient de signer récemment sa 2e décision finale d'investissement avec l'opérateur Woodside pour le développement de la phase 1 du projet de champ pétrolier de Sangomar, situé à environ 100 km au sud de Dakar. C'est le 2e projet en vérité de développement et le premier projet 100% sénégalais à entrer en phase de construction. Le bassin du MSGBC est d'une importance capitale pour le Sénégal. Il s'étend ainsi de la Mauritanie à la Guinée-Conakry et regorge de bien des ressources, pour ne pas dire d'opportunités. Si on regarde un peu la configuration du bassin sédimentaire, la partie nord, Dakar, offshore, nous pensons qu'il y a aujourd'hui, on a à peu près 50 TCF de gaz découvert, c'est-à-dire de petites et de grandes découvertes qui font un total de 50 TCF. Nous pensons qu'il peut y avoir 150 à 200 TCF. Donc c'est un peu l'objectif que nous visons, c'est relancer dans le cadre de l'appel d'offres les blocs libres pour qu'il y ait plus d'exploration, pour qu'il y ait plus de découvertes. Les ressources naturelles appartiennent au peuple, une chose que le chef de l'État a rappelée avec la loi sur le contenu local, une loi faisant ainsi partie du dispositif qui renforce le cadre juridique autour des ressources naturelles. Mon ambition à travers cette loi sur le contenu local est de faire participer nos entreprises locales au développement de l'industrie pétro-gazière et de créer le maximum d'emplois pour la jeunesse. Il nous faut alors absolument œuvrer pour promouvoir des ressources humaines de qualité
sur toute la chaîne de valeur du secteur. Une loi sur le partage des revenus tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz est également prévue. Dans cette perspective, des appels d'offres internationaux sont lancés sur les 12 blocs pétroliers sénégalais encore libres. Les fleurs qu'on a beaucoup vues dans le reportage qui vient de s'écouler se fanent au fur et à mesure que l'on avance. Et face à la dégradation des terres et au dérèglement climatique, les agriculteurs sénégalais se montrent résilients et ont convenu d'adopter des pratiques plus respectueuses et plus écologiques avec l'implémentation de la tendance dite de l'agroécologie qui figure dans les axes du plan Sénégal émergent. Et dans le cadre des préparatifs des journées de l'agroécologie prévues jeudi et vendredi, les enjeux ont été explicités pour que nul n'en ignore. Voici le sujet à cet effet de Moustapha Gabar Diop et Moussa Fall. Depuis plusieurs années, paysans, ONG et chercheurs mettent en place de nombreuses alternatives en vue d'assurer notre souveraineté alimentaire, notamment à travers l'agroécologie. Dans le cadre de la vulgarisation de ces alternatives, les journalistes ont été sensibilisés à ces pratiques. L'avantage, c'est que ça permet de régénérer les sols. L'avantage, c'est que ça permet de ne pas utiliser des produits et des engrais chimiques. L'avantage, c'est que ça n'utilise pas des pesticides chimiques. Alors, tout cela, évidemment, a automatiquement un impact sur la santé humaine, la santé animale et la santé végétale. C'est tout cela l'agroécologie. Une approche dont l'avenir dépend grandement des questions foncières. Si un paysan n'a pas le contrôle de sa terre, il ne lui est pas possible, il ne va même pas investir pour régénérer les sols, parce qu'il est dans l'insécurité foncière. L'insécurité foncière ne permet pas d'investir. L'insécurité foncière ne permet pas de s'engager sur le long terme. On travaille à court terme et le court terme, c'est d'utiliser des pesticides, c'est d'utiliser des engrais pour produire beaucoup et en finir. Autant de thématiques que la presse doit contribuer à vulgariser. Il faut que la presse arrive à être au cœur de cela pour transmettre le travail de ces populations-là qui cherchent à changer, la société civile qui cherche à proposer des alternatives et qui va vers l'État, et l'État aussi qui cherche à changer pour que l'État change bien dans l'intérêt des populations. La 3e édition des Journées de l'agroécologie se tiendra les 30 et 31 janvier. Une occasion pour les organisateurs de finaliser un document de contribution aux politiques nationales sur la transition agroécologique. Le monde est donc immense au-delà de nos murs d'habitation. Il est également dans les yeux de celui qui le regarde. Et ce soir, les actualités internationales sont prises en charge et commentées par Chersal. Nouvelle attaque dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. 15 civils ont été tués. 3 villages ont été ciblés par les rebelles ADF, Forces démocratiques alliées. La tuerie s'est déroulée près de 2 semaines après la prise de Médina. Le quartier général des rebelles par les FARDC, l'armée congolaise, les forces démocratiques alliées sont tenues responsables de la mort de près de 250 civils dans les attaques durant les 2 derniers mois de 2019. 1000 fois non. C'est la réponse du président de l'autorité palestinienne, Mohamed Abbas, au plan de paix de Donald Trump, repris en écho par des centaines de Palestiniens. 24 heures après l'annonce du plan de paix de Donald Trump au Moyen-Orient, le spectre de la violence est de retour. Dans les rues de Bethléem en Cisjordanie, des dizaines de jeunes hommes ont lancé des pierres sur les forces de sécurité israéliennes. Le plan américain prévoit une annexion de pans entiers de la Cisjordanie par l'État hébreu, en particulier dans la vallée du Jourdain, et un tunnel reliant la bande de Gaza. Dans ce territoire où vivent 1 million de Palestiniens, l'annonce de Washington ne passe pas. La possibilité d'un retour des réfugiés semble en effet désormais hautement improbable, comme l'a souligné la Maison-Blanche. Les réfugiés palestiniens auront le choix entre vivre dans le futur État palestinien,
s'intégrer dans le pays où ils résident actuellement ou s'installer dans un pays tiers. Naturellement, dans les colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie, toujours illégales au regard du droit international, il est accueilli beaucoup plus favorablement. Le projet est soutenu très largement par la droite et l'extrême droite israélienne. Il reprend en effet nombre de leurs propositions et enterre définitivement ce qui faisait la base des négociations jusqu'ici, le tracé des frontières de 1967 et Jérusalem comme capitale des deux États. L'épidémie de coronavirus, défi sanitaire et politique pour les autorités chinoises. Des dizaines de millions de personnes assignées à résidence, l'armée déployée en force, des hôpitaux d'urgence construits en 10 jours, la Chine montre les muscles pour combattre l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 130 morts sur son territoire et s'est étendue à une dizaine de pays dans le monde. Juguler la maladie est une question d'honneur pour Pékin, qui joue aussi sa crédibilité politique dans la gestion de cette crise. S'il y a une mesure pour illustrer le défi auquel la Chine fait face, c'est cette opération radicale et inédite, le confinement d'une province entière dans le centre du pays. Le Hubei et sa capitale, Wuhan, foyer de l'épidémie, sont coupés du monde depuis une semaine, soit près de 60 millions de personnes immobilisées pour éviter la propagation du virus. La mise en quarantaine, c'est une première pas, mais la suite reste floue. Comment le virus se transmet-il? Va-t-il muter? Dans quelles conditions? Pour l'instant, l'épidémie va plus vite que les scientifiques. Et s'il n'y a pas eu de cas mortels en dehors de la Chine, des contaminations ont été répertoriées dans près d'une dizaine de pays, dont la France, le Japon, la Thaïlande, l'Allemagne ou les États-Unis. Berlin et Washington déconseillent même désormais à leurs ressortissants de mettre le pied en Chine. Et dans nos affaires internes, le ministère de l'Hygiène publique qui remue ciel et terre a encore beaucoup de pain sur la planche car tout porte à croire que des pans entiers de la société sénégalaise ne sont pas encore sur le point de se reprogrammer en termes de comportement. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur la plage du Cap Manuel pour tirer aisément des plans sur la comète. Les déchets médicaux, charriants, bactéries, microbes et germes en tout genre sont déversés en quantité industrielle sur la falaise. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. On va suivre donc le reportage de Boubacar Dian et Barresso tout de suite. Du haut de la falaise, la plage du Cap Manuel offre une vue imprenable, mais sur le rivage, des déchets médicaux composés de seringues, de poches de sang et même de flacons contenant encore du sérum traînent sur des centaines de mètres. Une partie de ces déchets médicaux est même incinérée à l'air libre. J'ai été approché par une journaliste qui m'a demandé de lui faire un tour dans Dakar pour parler un peu de pollution. Et donc elle m'a demandé de lui montrer un peu la pollution sur Dakar. Et dans notre circuit, j'avais proposé de l'emmener au niveau de l'hôpital Le Dantec parce que j'entendais des gens se plaindre de déchets qui étaient balancés à la mer. Et donc à notre grande surprise, arrivé au bord de la falaise là-haut, on est tombé sur des déchets et des conteneurs jaunes, des conteneurs sanitaires de seringues infectieuses. Et donc j'en ai profité pour faire un petit direct de 30 secondes pour ma communauté, pour le Sénégal, pour interpeller les autorités sur ce qui se passe. Et il y a eu des témoignages qui ont été faits dans les réseaux sociaux de gens qui ont dit que sur la plage c'est encore pire. Donc j'ai appelé un médecin qui m'a accompagné le dimanche matin. Et on est descendu sur la plage et on était stupéfait par ce cimetière de seringues, d'aiguilles, de poches sanguines, de flacons, de médicaments qui étaient là balancés à la mer et en train d'empoisonner notre environnement. Par qui ou comment ces déchets médicaux sont arrivés ici, nul ne sait. L'hôpital Le Dantec déplorait récemment la panne de son incinérateur, ce qui ne l'éloigne pas de tout soupçon. On a entendu beaucoup de gens, beaucoup de témoignages et honnêtement moi, je tiens à dire que je ne suis pas là pour indexer un hôpital ni pour entrer en guerre. Moi je suis là au contraire pour qu'on se donne tous la main et qu'on ouvre les yeux. Alors on soupçonne beaucoup l'hôpital Le Dantec qui a un incinérateur et on a appris tout à l'heure qu'il paraît que l'incinérateur est tombé en panne. Et donc que ce serait pour cela qu'ils jettent les produits à la mer. Mais ça
ça ne veut pas aujourd'hui dire qu'ils ont le droit de jeter à la mer parce que leur incinérateur est en panne. Soucieux de la préservation de la plage du Cap Manuel, ce monsieur qui vit dans une cabane installée sur la falaise depuis plusieurs années incinère les déchets volontairement sans masque ni gants. Depuis suñu jamono maam yi la woon dafa yàgg parce que ñoom amuñu pexe. Ceci, c'est depuis nos ancêtres. Quand ils ont des déchets, ils ne pensent qu'à les déverser sur la plage. Étant donné que je vis ici, je nettoie. J'aime la préservation de l'environnement. Je n'attends rien de personne. Alerté, le ministère de l'Environnement et sa brigade ont effectué une descente pour constater la situation. En attendant le rapport des enquêtes, des pêcheurs et même de simples passionnés continuent de jeter leurs lignes en espérant capturer les poissons qui viennent se nourrir vers la plage infestée de déchets médicaux. Voilà, la ville de Dakar n'est pas assez bien entretenue. C'est le fin mot, fin aussi de ce journal. La météo dans un instant, les inspirations du professeur philosophe Keno Askanui avec Khalifa Diakhaté, Ndiachar avec Aïssata Ndiach. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Petite belle phrase dédiée ce soir à toute l'équipe technique. On se retrouve demain. Passez une bonne soirée. Au revoir.